Bonjour et bonne année sur RLP avec Jaf Tamer pour cette première émission de l'année 2021, émission 38 donc, qui sera aujourd'hui consacrée à Monsieur Nathanaël Meister, personnalité médiatique, avocat au barreau de Paris, ex-magistrat, qui nous donnera son avis de l'intérieur dans une émission en deux parties. Auparavant, nous aurons une intervention de Thierry Lavergne pour la rubrique Pédopsychiatrie Psychanalyse sur les effets du confinement sur la petite enfance. Ne bougez pas, c'est après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Thierry Lavergne sur RLP, aujourd'hui encore, Thierry Lavergne, pédopsychiatre en service public et psychanalyste en libéral sur Aix-en-Provence. Bonjour Stéphane. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Je voudrais savoir ce que vous, en tant que praticien et thérapeute, vous avez pu constater des effets du confinement sur la petite enfance. Alors, le premier confinement a eu des effets qui ont accentué les situations existantes. C'est-à-dire que les enfants qui vivaient dans des familles un peu maltraitantes, se sont retrouvés encore plus maltraités. Et à la sortie du confinement, à l'automne, là, il y a eu beaucoup de placements d'enfants. Parce que les situations qui jusque-là étaient tenues par les services sociaux dans des conditions acceptables ne l'étaient plus. Les enfants sont restés au contact de parents maltraitants et ont dû être placés. Donc ça, c'est une réalité qui existe et qui a peut-être pas été suffisamment dite. Les services de protection de l'enfance ont eu beaucoup de travail à ce moment-là. Dans les familles débordées, ça existe. Il y a des familles qui travaillent beaucoup, qui se déplacent beaucoup, où les enfants finalement sont autonomisés et sont bons élèves en général, mais un peu isolés et obligés finalement de gérer beaucoup de choses par eux-mêmes. Eh bien, ces familles débordées où les enfants étaient un peu souffrants au fond, du fait du confinement, ces familles ont travaillé à la maison, les enfants aussi, et ça a donné des résultats excellents. C'est-à-dire que finalement, les parents, les enfants se sont retrouvés. Il y a eu une dynamique familiale qui s'est reformée et chacun a retrouvé les priorités de la vie. Et à la sortie du confinement, il y a pas mal de familles où finalement les gens n'ont pas repris le travail de la même manière qu'auparavant et ont accordé beaucoup plus d'importance aux liens qu'ils avaient avec leurs enfants. Et les enfants d'eux-mêmes ont accordé beaucoup plus d'importance aux enseignements, à ce qu'ils pouvaient tirer de leurs aînés et à finalement mieux échanger avec leurs parents. Donc il y a des familles qui étaient considérées comme des familles où les enfants étaient un peu en difficulté, qui ont bénéficié, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, donc qui ont bénéficié grandement du confinement parce que ça a recentré chacun sur les préoccupations les plus fondamentales auxquelles ils sont attachés. Et enfin, je voudrais dire que quand même, il y a aussi une part d'enfants souffrants, une part d'enfants qui souffraient de difficultés psycho-affectives, qui ont eu un peu de mal à consulter pendant cette période de confinement malgré les efforts des soignants pour accepter tout le monde, mais ça a finalement pu être dépassé parce qu'il y a eu un moment au début du confinement où plus personne prenait de rendez-vous, où les gens étaient un peu paralysés par la peur d'attraper le virus, au point d'éviter finalement les soins. Et ça, je dirais qu'assez rapidement finalement, donc dans mon expérience, les gens ont pu reprendre les soins et ça n'a pas eu de conséquences trop importantes. Enfin, j'ai pu remarquer moi que l'école a été très innovante grâce à ce confinement et que finalement, en tout cas avec les écoles que je côtoie, ça a donné d'excellents résultats, c'est-à-dire que les enseignants ont été amenés, puis les écoles et l'organisation générale des écoles a été amenée à être repensée, réévaluée. Quelquefois, ça a été l'occasion aussi de reprendre contact avec un parent qui était moins contacté dans les situations de parents séparés. Donc finalement, bizarrement, cette situation a repriorisé finalement les rôles des garants parentaux et les rôles des pédagogues à leur fonction essentielle. Donc une situation de crise qui a fait se ressouder les gens, mais qui par contre a amplifié les problèmes déjà existants. Voilà, pour certains
certains enfants, oui, absolument. Et pour certains adultes aussi, bien entendu. Bien oui. sûr. Oui. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3, aujourd'hui avec Nathanaël Meister, un ancien magistrat, aujourd'hui avocat au barreau de Paris, qui vient nous voir pour discuter un peu avec nous. Monsieur Meister, vous allez bien ? Bonjour, bien sûr, très bien, merci. Bon, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter un petit peu, dire qui vous êtes, quel est votre parcours, de manière succincte, pour que l'on sache en fait qui vous êtes ? Bon bah écoutez, je suis avocat au barreau de Paris, puis j'ai un parcours qui a été alterné entre le public et le privé. J'ai travaillé quelques années dans la magistrature, j'ai été membre du parquet au Havre, à Paris, j'ai fait des enquêtes en matière boursière à la commission des opérations de bourse, et puis j'ai travaillé dans une grande banque au titre de conseiller juridique avant de rejoindre le barreau de Paris. Et donc, voilà, j'exerce dans les domaines du droit pénal, du droit familial, du droit pénal des affaires. Voilà, grosso modo, mon parcours. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez travaillé au parquet, et donc vous avez aussi une vision de l'intérieur. Peut-être, on peut dire ça, effectivement. Oui, oui, absolument. Enfin, les avocats aussi ont une vision de l'intérieur, ils connaissent les affaires de l'intérieur du système judiciaire. Je ne pas que les magistrats. Bien entendu. Bien sûr, mais pour nous, c'est intéressant parce qu'on a toujours un aspect externe. Nous sommes contents de parler à quelqu'un qui a un avis interne. Alors Exactement. vous, en tant que juriste, je vais la refaire. Vous, en tant que juriste, que pensez-vous de l'évolution du droit de la famille ? Ah bah écoutez, c'est un vaste sujet que vous abordez là. Et c'est extrêmement intéressant et important, je crois, de prendre les choses à ce niveau-là. En 1970, l'autorité paternelle est abolie. Le législateur substitue à l'autorité du père l'autorité parentale, c'est-à-dire une autorité conjointe, conduite sur cette organisation qu'est la famille, par le père et la mère conjointement et indistinctement. Autrement dit, cette organisation qui était dirigée par l'un des deux, qui était le représentant d'une sorte d'instance supranaturelle qui veillait à l'équilibre des forces au sein de la famille et à sa perpétuation dans le temps, aussi bien qu'à son honneur et à sa lignée à travers le nom. Cette instance est en quelque sorte abattue au profit d'une instance bicéphale, d'une instance asexuée, elle n'est plus homme ni femme, et cette instance bicéphale, bien, c'est le début des conflits. C'est le début des conflits qui ne sont plus résolus par l'autorité d'un seul. Lorsque vous nommez deux autorités à la tête d'une organisation, c'est le début des conflits et il faut en appeler un tiers qui va régler ces conflits. C'est l'émergence de la justice familiale comme arbitre et ordonnatrice d'un règlement des conflits. Alors au niveau historique, c'est intéressant parce qu'à partir de quand a-t-on jugé que c'était au tribunal de gérer les droits parentaux ? Eh bien, on va dire que le tournant s'opère dans les années 60, à la fin des années 60, avec plusieurs mouvements sociaux qui sont la déconstruction de la famille comme instance répressive, voire une instance policière, le père étant assimilé par un certain nombre de philosophes hédonistes à une instance répressive malfaisante, certainement au même titre que les CRS sont assimilés à des SS. Donc déjà, une atteinte à la figure même de l'autorité paternelle dans la philosophie française, et puis la volonté d'une promotion d'une cellule familiale ouverte en quelque sorte à toutes les jouissances de la consommation. Je crois que c'est là qu'il y a quelque chose qui n'est pas souvent dit, c'est que la fin des années 70, c'est vraiment l'émergence d'une société à la fois d'une volonté de société hédoniste, ouverte au plaisir, ouverte aux jouissances et ouverte au plaisir et aux jouissances de la consommation. Et la famille, je crois qu'il n'est pas difficile de comprendre qu'elle est vécue comme une sorte de structure qui est un frein, qui pose un frein, qui est un isolat obéissant à des règles qui lui sont propres, à des régulations qui lui sont propres, en résistance en quelque sorte à la société libérale et à la jouissance consumériste, et il s'agit de l'abattre. Il s'agit de l'abattre. Et puis il y a un second mouvement qui est très fort, qui s'opère dans les années 70, c'est l'opération de mainmise
scientifique par la biologie sur la famille. Je veux dire que la maîtrise des phénomènes de reproduction, de la maîtrise de la naissance, notamment à travers évidemment la loi sur l'avortement, mais également la contraception, et puis les processus de gestion des naissances par des méthodes de fécondation in vitro, etc., qui viendront un petit peu plus tard, montrent que la famille n'est plus, le couple humain n'est plus détenteur d'une sorte d'exclusivité sur la prolongation et la perpétuation de la vie. Ils sont en quelque sorte mis en balance par l'émergence de la science biologique et par une volonté de maîtrise scientifique des grands cycles de la biologie, naissance, mort, etc. Et donc à la fois une atteinte, je veux dire, philosophique au principe même de l'autorité dans la famille, et puis par l'émergence des sciences, le fait que la famille ne se représente plus comme une sorte de terreau magique, exclusif, sacré des processus de naissance et de reproduction. Et à partir de là, se sont mis en place des processus très clairs qui ont été vers l'érosion de la famille comme système d'organisation et l'émergence de plus en plus évidente de l'État dans la régulation de cette organisation. Oui, donc RLP avec toujours Monsieur Nathanaël Meister. La question qui me vient en vous écoutant, c'est pourquoi donc le tribunal encore aujourd'hui? Parce que le tribunal, c'est quand on a fait quelque chose de mal. Donc pourquoi est-ce que les divorces, les droits parentaux sont encore gérés par des juges? Pourquoi n'a-t-il pas été possible de réguler tout ceci de manière administrative? Pourquoi encore des juges et des tribunaux? Écoutez, à partir du moment où, comme je vous le disais à l'instant, l'autorité d'un seul est substituée par l'autorité des deux, les conflits sont inévitables. Et la seule façon de régler ces conflits, c'est d'en appeler au juge. Et le juge est devenu l'instance régulatrice des conflits familiaux pour cette raison. Et ces conflits familiaux allant croissant compte tenu de l'évolution de nos sociétés, le juge a pris une place de plus en plus importante. Et c'est terrible, parce que dans le fond, qui sont ces juges qui jugent? Ce sont souvent de très jeunes gens, très particulièrement souvent des femmes. Et comment peuvent-elles appréhender les réalités de la famille? Eh bien, c'est en s'entourant d'expertises, de sachants, de médecins, autrement dit en mettant en place une bureaucratie familiale de plus en plus invasive et qui va prendre le risque de commettre un tas d'erreurs et de commettre un tas d'injustices. Comment pourrait-il en être autrement? Comment voulez-vous qu'une personne puisse apprécier correctement ce qui se passe dans une famille quand on sait la complexité des liens qui s'y créent, quand on sait la possibilité de manipulation qu'ouvre le terrain judiciaire à tous ceux qui ont quelque chose à en attendre, quand on sait combien le mensonge, le droit, etc. sont étroitement mêlés pour atteindre des objectifs souvent pécuniaires, souvent de réorganisation, etc. Forcément, on voit bien que le destin de l'immixtion du juge dans la sphère familiale ne pouvait que être extrêmement chaotique, vécu de façon extrêmement arbitraire et avec des conséquences qui peuvent difficilement être enregistrées comme bénéficiaires par les parties elles-mêmes. C'est donc une aventure sans précédent dans l'histoire de faire juger les conflits familiaux à ce point par une justice de paix qui devient le régulateur quotidien de la famille et avec des conséquences qui sont des récits bien connus d'injustice, d'insatisfaction, de mécontentement concernant les droits des personnes concernées. Ça, c'est le premier point. Il ne pouvait pas en être autrement.
la justice, vous ne pouvez pas faire juger et apprécier les réalités de votre vie conjugale ou familiale par un juge. Et donc on a assisté ensuite à une seconde grande évolution, et vous évoquiez tout à l'heure le mariage et le divorce, mais qui est la grande banalisation du mariage et du divorce. Et là, ce qui émerge plutôt, et c'est encore une des grandes tendances qui se met en place dans les années 70, c'est que à la place du mariage vécu comme une institution sacrée entre les parties, et avec un lien fort et reconnu par une instance tierce, le mariage devient de plus en plus un lien contractuel. Autrement dit, d'une institution, il bascule vers le contrat. Et le contrat, évidemment, est de plus en plus facile à dénouer au fur et à mesure que la législation avance. D'un mariage indissoluble on est passé à un mariage que l'on peut aisément dissoudre. Et au point qu'aujourd'hui, il y a une loi qui va passer et qui sera active en janvier 2021, qui permettra à l'un quelconque des époux de mettre fin au mariage dès lors qu'il y a 1 an de séparation effective entre eux, l'autre conjoint ne pouvant s'y opposer. Autrement dit, c'est un droit de répudiation réciproque. Ça n'existe pas déjà, ça? Il faut prouver la séparation de la communauté de vie durant un certain temps, non? C'était 4 ans, puis c'est devenu 2 ans, c'est devenu maintenant 1 an. D'accord. Autrement dit, 1 an, et encore cette condition de délai n'est pas requise à chaque fois. Autrement dit, l'épaisseur de ce qui séparait le divorce de la répudiation est en train de disparaître, et il apparaît de plus en plus que le divorce est un simple lien contractuel, et que le confort de divorcer devient total, le confort de répudier devient total, et au point que les auteurs aujourd'hui se demandent finalement qu'est-ce qui sépare le mariage du Pacs. Plus grand chose. Il n'y a plus besoin de recourir à un juge lorsque l'on est d'accord pour divorcer, et lorsque l'on n'est pas d'accord pour divorcer, à condition d'avoir 1 an de séparation, il n'est plus non plus nécessaire de s'adresser au juge, c'est automatique. Donc plus rien ne sépare aujourd'hui le Pacs, qui est un engagement contractuel, du mariage. C'est une sorte d'unification vers un statut entièrement contractuel des relations familiales que l'on voit s'aboutir sous nos yeux, et c'est un mouvement qui a commencé dans les années 70 sous l'impulsion des idéologies que je vous rappelais tout à l'heure. Alors effectivement, on va rappeler pour votre point 1 que aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'avoir une famille, d'avoir créé, géré, suivi une famille pour s'occuper de la famille des autres. Hein, ça, c'est un point assez important. Nous pouvons voir arriver des GAF et des JDE relativement jeunes, sans aucune expérience personnelle du monde de la famille, qui vont vous dire comment il faut gérer l'éducation. Pour revenir sur votre... C'est un paradoxe, Hein. Et pour revenir sur le... Ah oui, non, mais c'est important. Hein. Et sur le point 2... On est effectivement passé d'une régulation de la famille qui était arbitraire, mais qui s'instaurait à l'intérieur de la famille par l'un des époux, le père, qui avait pris la responsabilité de fonder la famille et en assumait la charge matérielle et morale, à un fonctionnaire extérieur qui est animé uniquement par un savoir universitaire sur le droit. Ou une idéologie. Vous avez parfaitement raison, c'est possible, ou un engagement politique, ou rien du tout. Un avis personnel, mais pas forcément une expérience. Ouais. Ou bien rien, c'est-à-dire guidé par rien, ce qui est pas mieux non plus, hein, et qui va substituer donc une volonté vide et désincarnée, mais soi-disant experte, à ce qu'était la responsabilité des acteurs. Donc on a complètement déresponsabilisé les parents
au profit d'une armée de fonctionnaires. Voilà, et nous rejoignons votre point numéro 2, qui est effectivement une fragilisation des liens familiaux, quels qu'ils soient, effectivement la fragilisation de la force du nom du mariage, mais aussi celle des droits parentaux, dont on peut faire la corrélation avec le point 1 d'ailleurs. Oui, et le troisième point, si vous voulez, il se déduit des deux autres, c'est que deviennent les enfants dans tout ça. Parce que, évidemment, la famille a toujours été le lieu de formation des enfants. Et c'est la pépinière de l'État. C'est celle qui donnait les futurs citoyens. Et la formation morale des futurs citoyens ne se fait pas à l'école, elle se faisait dans la famille. Et la confrontation à l'autorité, comme vertu formatrice, se faisait également dans la famille. À partir du moment où est destituée l'instance qui fait autorité dans la famille, et que cette instance se trouve déplacée dans le champ social du côté de l'État et de ses représentants, eh bien, on a une jeunesse qui n'est plus formée à cette autorité à l'intérieur de la famille, mais qui va devoir se retrouver, en quelque sorte, devoir se confronter aux figures de l'autorité dans la société, à travers des parcours de violence, de contestation, de délinquance. Autrement dit, la rébellion ne se fait plus à l'intérieur de la famille. L'acceptation de la norme sociale ne se fait plus à l'intérieur de la famille. La rébellion et l'acceptation ou le refus des normes sociales se font par l'affrontement politique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, et plus personne n'est choqué de voir, comme le week-end dernier, des jeunes étudiants de Sciences Po, issus des meilleurs milieux bourgeois parisiens, revêtir un habit de Black Blocs pour aller briser des vitrines, casser du fric, etc. Simplement pour retrouver cet affrontement et cette question posée à l'autorité, et de voir jusqu'où cette autorité, ses limites peuvent être poussées, parce que précisément ces jeunes n'ont pas bénéficié dans la famille de cette expérience formatrice. Donc, émergence de violences sociales de plus en plus grandes, émergence aussi de parcours d'enfants qui vivent dans un no man's land total de référence, parce que la famille ne leur apporte plus ces références morales, et qui donc se retrouvent dans une errance et dans une souffrance que l'État, évidemment, à laquelle l'État peine à répondre, et à laquelle l'État ne répond pas. Donc, défaillance de tout un modèle de formation morale, intellectuelle et civique, qu'était la famille, au profit de ce qui serait une formation par l'État, dont on voit bien qu'elle est en faillite sur ces éléments, qui se retrouvent à devoir chercher la confrontation violente avec l'État pour se former en quelque sorte civiquement. Bon, donc des conséquences tout à fait graves sociales, et que nous découvrons sous nos yeux un petit peu ébahis aujourd'hui. Voilà. Alors vous confirmez effectivement ce que sont venus dire ici même messieurs Jean-Pierre Winter, messieurs Gérald de Néran, monsieur Jean-Pierre Combefort, monsieur Raphaël Delpar, un certain nombre de personnes qui disent que l'affaiblissement de la position traditionnelle de la famille entraîne une absence de limite de l'enfant qui ensuite, en grandissant, devient un petit peu ingérable et peut aller vers des comportements un peu plus fanatiques, un peu plus désordonnés, qui peuvent être déstructurants pour la société. Vous, qui avez travaillé à l'intérieur du parquet, avant d'aller envisager les solutions pour améliorer et autres, pouvez-vous nous dire, en plus de en plus du fait que les juges soient, les gens qui jugent, les experts soient désincarnés et peut-être en absence d'expérience et éloignés du rôle du sage qui vient conseiller la société, pouvez-vous nous dire pourquoi de l'extérieur on a l'impression que tout est aussi lent et compliqué et qu'on nous apporte aussi peu de temps pour des choses qui sont aussi cruciales? Pourquoi est-ce qu'un courrier met 5 jours pour passer d'un bureau à un autre? Enfin, pourquoi pour des enfants en bas âge a-t-on mis des systèmes qui n'avancent pas et qui
sont aussi lents. Avez-vous vu des choses de l'intérieur? Écoutez, il est évident que les personnels qui s'occupent des fonctions familiales font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent et ils sont souvent dotés de beaucoup de courage. Nous ne critiquons pas les gens, nous critiquons un système, on cherche à comprendre. Évidemment, je veux dire, mais évidemment, ce que je veux dire, c'est que les collègues, moi, que j'ai vu à l'œuvre dans la magistrature sur les fonctions d'enfants, à part quelques cas, vraiment, il y a toujours des cas pathologiques partout, mais je veux dire que dans l'ensemble, on a des gens extrêmement dévoués qui font ce qu'ils peuvent. Le problème étant que les situations sont extrêmement complexes, extrêmement difficiles, et que ce sont des magistrats qui finissent par ne plus s'y retrouver. Ils savent plus du tout. C'est extrêmément difficile de gérer la vie familiale des autres. C'est déjà compliqué de gérer la sienne, mais gérer celle des autres, c'est extrêmement compliqué. Donc, les flux sont énormes, les demandes sont multiformes, les réalités sont insaisissables, la réalité des plaintes et des griefs sont également insaisissables, et donc le risque d'erreur est énorme, le risque de se méprendre, d'être manipulé, etc. est constant, et de ce point de vue-là, les collègues sont évidemment confrontés à une mission quasi impossible. Donc la vérité, c'est que c'est un système qui est très difficile à mener. Et je suis le premier comme avocat à constater que bien des procédures ne sont pas traitées, bien des demandes de non-représentation d'enfants ne sont pas traitées, bien des cours, je veux dire, on est dans un champ où le risque d'arbitraire, de non-réponse, etc. a des conséquences catastrophiques. Et on s'adresse à des administrations qui n'y peuvent mais, et à des gens qui sont des êtres humains avec leurs limites et leurs problèmes. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je mettrais plutôt la responsabilité sur une tendance sociale lourde qui a transféré à l'État le pouvoir de régulation qui s'instaurait de façon naturelle dans la famille, de façon traditionnelle. Même si est-ce une volonté politique de délaisser la partie familiale et sociale de la justice? C'est un peu lourd, excusez-moi. Non, j'ai compris votre question, simplement je suis pas certain de pouvoir y répondre. D'accord. Je suis pas certain d'avoir les éléments pour y répondre. C'est une vraie question que vous posez. Mais comme ça, intuitivement, je ne sais pas y répondre. Il est possible, c'est possible que oui, c'est possible que non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question qui mérite d'être posée en tout cas. Une question qui mérite d'être posée en tout cas. Il y a certainement une volonté politique de... Comment dire ? Il y a une volonté politique globale en France, et certainement plus largement, mais en France, en quelque sorte, de délégitimer la famille et d'inscrire l'État comme étant le protecteur suprême des membres de la famille. Autrement dit, la famille est presque présentée comme une instance génératrice d'abus, abus sexuels, violence conjugale, violence sur l'enfant. Autrement dit, la communication de l'État présente la famille sous un angle toujours traumatisant, en la dénigrant constamment. C'est une source de mal, c'est une source d'abus, c'est une source de violence. Tandis que l'État serait le protecteur, serait le parapluie, serait le bienveillant de l'affaire. Bon, on voit bien que c'est pas possible, c'est faux, et que c'est une manipulation, là pour le coup idéologique. Oui, surtout quand on en est à 2 ou 3 ans pour un appel, pour un divorce, et à 2 ou 3 ans pour une procédure pour attouchement sexuel sur enfant. Ça, c'est évident. Donc vous voyez, je vous dis, en termes de... Il y a une sorte de concurrence de l'État à l'endroit de la famille, qui là encore est étonnante et sans précédente sur le plan historique. C'est-à-dire que normalement, famille et État doivent fonctionner de concert ensemble. Les buts de l'un sont les buts de l'autre. Et bizarrement, la famille semble mal vue, semble un lieu d'abus, semble un lieu de violence, semble un lieu traumatique. Okay. Et c'est l'État qui serait censé pallier à ce traumatisme. Bon, je sais pas très bien comment on en est arrivé là, c'est ce que j'essaye de retracer dans cet entretien. Enfin, c'est tout de même un résultat très étrange, très paradoxal. Et très décevant. Et dont on voit pas très bien ce qui peut sortir, vous avez raison, positif, absolument. Ok.